Bonjour à tous. L'ENSM est ravi de vous accueillir pour cette journée d'études sur le thème « L'Europe est-elle maritime ?» Je suis ravie d'accueillir des intervenants de très haut niveau, des élèves, des professionnels du monde maritime. 2 demi-journées, 4 tables rondes, donc 2 tables rondes par demi-journée et de l'interaction avec le public en présentiel et en distanciel. Alors pour ouvrir cette journée, je vais accueillir Frédéric Moncani de Saint-Aignan. Donc Frédéric est diplômé de l'École nationale de marine marchande, la maman de l'ENSM. Il a commencé sa carrière en tant que capitaine de navire dans la marine marchande. Il a ensuite été pilote maritime et puis il s'est engagé dans différents rôles à responsabilité. Donc président de la Fédération française de pilotage maritime. Son successeur est avec nous aujourd'hui. Merci André. Et actuellement, Frédéric est le président du conseil d'administration de l'ENSM. Il est également académicien de marine. Il est également président de la Cité de la mer. Voilà, beaucoup de rôles. Et Frédéric a également été très impliqué dans le développement de l'économie maritime, puisqu'il a été pendant 9 ans président du cluster maritime français. Il a quitté cette fonction au 1er janvier de cette année et c'est aujourd'hui Nathalie Mercier-Perrin qui nous fait également l'honneur d'être là aujourd'hui, qui l'a remplacé. Je vais donc laisser maintenant la parole à Frédéric pour ce mot d'ouverture. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup, Gersande. Merci de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, il me revient le redoutable honneur d'ouvrir cette journée importante pour notre école, mais je veux croire aussi importante pour la marine marchande, l'économie maritime française et européenne, bien sûr. Monsieur le député, monsieur le vice-président de la métropole et du département, cher Florent, monsieur le président de la Fédération française des pilotes maritimes, cher André, madame la présidente du cluster maritime, chère Nathalie, mesdames et messieurs les armateurs, commandants, mesdames et messieurs les présidents, directeurs généraux, représentants des organisations professionnelles, monsieur le directeur général de l'ENSM, monsieur le directeur du site du Havre, mesdames et messieurs les enseignants, les personnels, chers élèves, et puis bien évidemment, mesdames et messieurs, et chers amis, voilà, je crois que je n'ai oublié personne, si j'ai oublié de saluer les personnes qui sont en distanciel et auxquelles j'adresse un salut amical, et je me réjouis de cette journée. Alors, l'Europe est-elle maritime ? L'Europe est maritime. Je pourrais arrêter là et vous dire, voilà, on a trouvé la conclusion de la journée. Dans l'Europe est maritime, parce qu'il d'abord, dans la vie, il faut des certitudes. J'en ai assez peu, mais celle-ci, je l'ai, et je l'ai vraiment ancrée définitivement et très profondément en moi. Et c'est pour ça que je suis ravi d'ouvrir cette journée. L'Europe est maritime, ça ne fait pas de doute. Elle l'a toujours été. Je crois qu'on pourra le démontrer dans le courant de la journée. Et elle le restera. Et je suis sûr que c'est une des conclusions que Nathalie aura à cœur de nous apporter. C'est fort de cette conviction que je voudrais vous adresser quelques mots pour vous faire partager cette conviction. Je suis certain que déjà beaucoup d'entre vous la partagent et que ce soir, tous ici et tous ceux qui sont en distanciel la partageront. Alors permettez-moi de poursuivre un peu sur ce chemin de conviction, même si, bien évidemment, je suis le moins sachant d'entre vous. Vos compétences ici réunies, intervenants qui allaient nous parler toute la journée, et je vous remercie là aussi de votre déplacement, seront très précieuses et beaucoup plus savantes que je ne pourrais le faire. Alors, l'Europe. Quand je prononce le mot Europe, il y a toujours cette image du général de Gaulle trépignant sur sa chaise en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. On peut sautiller comme un cabri, etc.
c'est une image qui, je crois, restera gravée en moi, en tout cas pour les gens de ma génération, très longtemps. Donc l'Europe, moi je suis né avec, je vous le disais, et je suis presque un enfant de l'Europe. Alors un enfant de l'Europe, je le disais en plaisantant tout à l'heure à quelques camarades, je suis né à Rouen. Rouen, c'était la ville de Le Canuet. Et donc, voilà, c'était le début de la construction européenne. C'est quelqu'un qui était un Européen extrêmement convaincu. Parce que l'Europe, pour ma génération, pardon de parler un peu comme un ancien, mais ça tombe bien ici dans cette salle, je crois que je dois être à peu près l'un des seuls anciens, donc vous ne m'en voudrez pas. J'en vois deux, trois têtes grises, mais guère plus. Pour ma génération, mes parents, mes grands-parents nous parlaient de la guerre. Quand je suis né, on nous parlait encore de la guerre. C'était encore très présent dans nos mémoires. Et donc c'était un sujet, je dirais, qui était de conversation assez courante. Et l'Europe, bah, c'était l'antidote, c'était le vaccin. Alors voilà, cette Europe, elle est née. Je l'ai vue se construire. J'ai vu ces élargissements progressifs qui avaient du sens. J'ai vu ce continent qui se consolidait, qui s'agrégeait sur un impératif économique de reconstruction et aussi sur un impératif et une volonté de paix, même si aujourd'hui on peut évidemment remettre en cause cet objectif, mais en tout cas je pense que c'est l'Europe qui permettra de au mieux faire front au pire d'éviter le pire. Et en vous racontant cela, encore une fois, j'ai le sentiment d'être un peu, peut-être trop âgé, mais c'est un sentiment peut-être que je partage parce que entre l'action et la transmission, il est important. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis plus dans le temps de la transmission. Parce que dans le temps de l'action, j'ai vu l'Europe. Dans le temps de l'action, j'ai vu des capitales européennes, comme vous tous. J'ai accosté, on l'a dit, dans la marine marchande, j'ai accosté dans quasiment tous les grands ports européens, pendant la guerre froide, après la guerre froide. Et je vois, et j'ai vu à cette échelle-là, vraiment en le vivant dans ma chair, ce que l'Europe maritime avait pour sens, ce qu'était l'Europe maritime et quelle était la raison de cette Europe maritime. Il y a une unité, elle est indéniable, même si parfois son fonctionnement interroge, même si parfois son articulation paraît un peu surprenante, ou un manque de pragmatisme, ou un dogmatisme, une bureaucratie jamais rassasiée, tout ça on le sait, mais l'Europe a une base solide, il faut la défendre, et je crois que la marine marchande, l'économie maritime, est un des pivots de cette base absolument solide et fondamentale. Et puis l'Europe maritime, je l'ai connue un petit peu plus tard aussi, parce que lorsque j'étais président du cluster maritime français, avant Nathalie, comme l'a rappelé Gersande, eh bien, j'ai eu le plaisir, le privilège d'être vice-président du cluster maritime européen. Et donc, j'ai rencontré à l'époque c'était 18, je ne sais pas combien c'est aujourd'hui, mes 18 homologues. Je les ai rencontrés, on a discuté, on a pu comparer nos attentes, nos besoins. Alors on n'était pas toujours d'accord, mais on avait cette volonté farouche d'avoir une Europe souveraine, une Europe décarbonée, une Europe au service des citoyens. Et donc c'est avec ces positions communes que je crois qu'il faudra continuer à avancer vers cette Europe maritime que nous appelons de nos voeux et qui sera déclinée dans la suite des propos, avec une construction navale européenne, avec une flotte européenne qu'on peut identifier sous divers formats, avec des ports européens, ce qui n'empêche pas la concurrence, loin de là. Et puis cette souveraineté maritime dont je parlais est l'un des outils évidemment fondamental pour que ça puisse tenir, c'est la flotte stratégique, n'est-ce pas, monsieur le député, cher Yannick? Cette flotte stratégique, il faut là aussi remettre plus en avant. On en parle beaucoup depuis des années, peut-être même depuis le début de la construction européenne. Et en tout cas, je crois qu'il est urgent qu'elle démarre, mais je sais que vous êtes au travail et je vous en remercie, ainsi d'ailleurs que François qui y a collaboré vraiment efficacement. Alors, je crois aussi, alors évidemment, on pourrait parler un peu de l'école, puisqu'on est dans les murs de l'école, c'est la journée internationale. Je crois que notre école a une vocation européenne, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est même une évidence
dans les yeux, dans les images. Je vous recommande de regarder cette affiche, puisqu'elle a été faite par un de nos élèves, qui est Nicolas Vuillaume, et qui donc a lui-même illustré, montre, symbolisé l'avenir européen de notre école. Cher François, cher Gersand, vous avez inlassablement plaidé la cause de l'international pour donner une culture internationale à cette école qui, je le reconnais humblement, quand moi j'étais dans cette école, lui manquait complètement. Donc je soutiens fortement cette démarche, je soutiens bien sûr cette ouverture et cette dynamique réelle d'une école qui doit être plus et mieux tournée vers l'Europe et vers le monde. Le transport maritime, c'est mondial, c'est européen. Des partenariats existent déjà avec Anvers, avec l'école du Portugal, avec une école aux Pays-Bas. Des mobilités s'organisent avec des élèves et des enseignants qui sont en Norvège, en Lituanie, en Roumanie. Le programme Erasmus+ a même repoussé les frontières de l'Europe qui ont dépassé celles de l'Atlantique à l'Oural pour aller jusqu'au Maroc et jusqu'à la belle province du Québec, nos amis québécois. Maintenant, nous avons aussi dans les cartons une prochaine adhésion à IAMU. Alors IAMU, c'est l'International Association of Maritime Universities. Donc c'est une adhésion prochaine déterminante qui, là aussi, nous fera progresser sur cette route de l'Europe et de l'international. Et puis, notre contrat d'objectifs et de performance que j'ai décliné hier lors de la rentrée solennelle, là aussi, nous oblige, nous impose, nous enjoint d'être plus européen, d'être plus international dans cette école. Donc vous voyez, j'espère par ces quelques propos, parfois un peu décousus, et vous m'en excuserez, avoir démontré que la base européenne est solide, que ce soit pour l'école, que ce soit pour la marine marchande, que ce soit pour le pays. Et donc, chers amis, soyez ici les bienvenus dans cette école pour vous convaincre et pour surtout convaincre autour de nous que l'Europe est bel et bien maritime. Vous en composez déjà une partie importante. La flotte stratégique européenne doit arriver, doit advenir. C'est une urgence. C'est un impératif. Et en tout cas, je vous souhaite d'excellents travaux. Il s'est passé 5 secondes avant que je prenne la parole. Pendant ces 5 secondes, plus de 10 tonnes sont entrées dans le port du Havre. 150 tonnes par minute, 80 millions de tonnes par an. Je suis vice-président de la communauté urbaine du Havre, et donc je vais vous parler un tout petit peu du Havre avant que vos travaux commencent. Vous n'êtes pas ici dans n'importe quelle ville. C'est pas à vous, monsieur le député, que je vais dire ça. Toulon, c'est pas n'importe quelle ville dans le domaine maritime. Le Havre non plus. Pas dans la même mesure. Vous êtes ici dans une ville qui a été créée en 1517 par François Ier pour être un port. C'est-à-dire que nous avons d'abord été un port, puis après nous avons été une cité, une ville. Vous n'êtes pas dans une ville comme les autres, vous le voyez, alors vous ne le voyez pas derrière moi parce qu'on a caché le point de vue, mais vous le devinez ici, vous l'avez deviné en arrivant pour ceux d'entre vous qui ne sont pas vrais. La mer fait partie intégrante de notre ville, que ça soit la Plaisance, mais la réalité c'est quand vous portez les yeux, et je pense que monsieur le directeur général se fera un plaisir, cher François, d'emmener un certain nombre d'entre vous sur la terrasse de l'ENSM, et sur cette terrasse de l'ENSM, vous aurez une vue directement sur le port. Et je dois dire que vous avez dans cette assemblée une ancienne adjointe au maire du Havre qui a fait partie de l'équipe d'Antoine Rouffenac. Et c'est cette équipe qui finalement, c'est un peu curieux, mais pendant des dizaines d'années, ce que je vous dis n'était pas complètement vrai. Pourquoi ? Parce que la ville du Havre et le port du Havre se sont développés pendant plusieurs dizaines d'années en se tournant le dos. Et aujourd'hui, depuis à peu près une vingtaine d'années, nous avons considéré que d'un point de vue urbain, d'un point de vue économique, pour souligner l'identité portuaire de la ville, nous sommes, nous, ville, communauté urbaine, tournés davantage vers le port. Et je dois dire que le grand port maritime du Havre s'est également tourné vers la ville. Ça s'est traduit notamment
par ce type d'installation et l'investissement de ce type d'espace. Je dis ce type d'espace parce que, vous voyez, la frontière que vous voyez là, la frontière d'eau, quand j'étais adolescent, enfant et puis adolescent, c'était quasiment une frontière physique et quasiment une frontière intellectuelle. C'est-à-dire que dans mon univers mental, là où nous sommes, ça n'existait pas. Quand j'étais gamin, on prenait les vélos, on allait s'encanailler en passant par ici, mais c'était l'aventure. C'était vraiment, on passait dans une terre inconnue, quoi. Nous avons progressivement, ici à la ville du Havre, réinvesti ces espaces qui étaient, si ce n'est des friches portuaires, en tout cas des friches d'entrepôt. Et la ville a de plus en plus, non pas colonisé, mais rattrapé des espaces qui étaient libérés par les activités portuaires, qui s'est tranquillement mais sûrement déplacés vers le sud et vers l'est de la ville. Et aujourd'hui, vous avez une ville qui est très, très, très largement, d'un point de vue urbain, d'un point de vue intellectuel, tournée vers la mer et vers la Seine. Et ça, vous le voyez ici, en plein cœur du campus maritime et portuaire. Vous le verrez un petit peu plus loin si vous visitez la ville sur le quai de Southampton. Vous découvrez d'un seul regard la capitainerie, monsieur le président des ports, qui est juste à côté du siège des pilotes maritimes et aussi des pilotes de Seine. Vous épousez d'un regard les ferries, vous épousez d'un regard les entrepôts pétroliers, vous épousez d'un regard l'ensemble de toute une activité portuaire, notamment les activités de croisière. Premier message que je voulais vous faire passer. Et puis vous n'êtes pas dans n'importe quelle école ici. Ici, on n'appelle pas d'ailleurs l'école nationale supérieure de la marine marchande, on l'appelle jamais comme ça au Havre. Je ne sais pas comment ça se passe à Marseille, je ne sais pas comment ça se passe à La Rochelle ou à Nantes, mais ici c'est l'Hydro. L'Hydro, parce que c'est une histoire séculaire ici, puisque l'école ici a été implantée à la fin du XVIIe siècle, mais la réalité c'est que les écoles d'hydraulique à l'époque date du XVIe siècle, ce qui en fait d'ailleurs la plus ancienne école nationale, si ce n'est d'ingénieurs, de France. Et l'Hydro au Havre, je peux vous garantir que c'est pas juste une école, c'est une institution et c'est très constitutif de l'identité havraise. Et cette école, elle se transforme à vitesse grand V, sous l'impulsion de son conseil d'administration, monsieur le président, et sous l'impulsion de l'équipe qui est pilotée par François Lambert. Cette école, elle a souffert pendant plusieurs années. Franchement, on s'est inquiété. Je disais à monsieur le député, avant que nous commencions nos travaux, qu'il y a quelques années, je rigole pas en le disant, c'est qu'on s'interrogeait très sérieusement, en tout cas, nous, on s'interrogeait un peu moins, mais on nous faisait bien comprendre que l'ENSM, c'était pas forcément éternel au Havre. Et je parle devant des Havrais, il y a encore 10 ans, on entendait ce type d'inquiétude, cette inquiétude à parcourir la ville. Aujourd'hui, les équipes et les élèves les équipes de François Lambert et les élèves de cette école sont, je peux le dire, presque à l'étroit. Vous êtes plus de 450, voire près de 450 sur ce site, entre 400 et 450 sur ce site. Vous accueillez même d'autres écoles. L'école qui forme les administrateurs maritimes. Et nous avons cru, nous, collectivité, très tôt à l'avenir de cette école. Et aujourd'hui, le siège des 4 sites de l'école est implanté ici. Le troisième élément sur lequel je voulais insister, c'est que cette école, elle se transforme. Et je crois que l'organisation de ce type d'événement est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le Havre, bien entendu, mais c'est une bonne nouvelle pour tout l'écosystème maritime et portuaire. Parce que l'école, que l'Hydro organise la réflexion, vous accueille, vous conduise à échanger, à réfléchir et à regarder loin sur les affaires maritimes et portuaires de notre pays, notre continent, c'est d'une certaine mesure aussi sa vocation. Vous n'avez pas vocation ici à l'Hydro à seulement former des commandants de navires, vous n'avez pas seulement à former des ingénieurs, vous avez aussi à former des ingénieurs et des commandants de navires qui s'interrogent sur le pourquoi de leur métier, sur l'avenir de leur secteur. Et ça, je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur maritime et portuaire. Le dernier point sur lequel je voulais porter votre attention, c'est évidemment sur la nature de vos travaux.
Je dois reconnaître la facétie à la fois du président du conseil d'administration et du directeur général dans le choix de ce thème. L'Europe est-elle maritime ? La réponse est une certaine mesure dans la question, mais je crois que le moment n'est pas choisi au hasard. Nous sommes au lendemain d'élections européennes, nous sommes au moment où les institutions européennes s'installent, que la gouvernance se cristallise. Et je dois dire que c'est avec un grand souci du détail, avec beaucoup de méthodes, quasi scientifiques, que la campagne électorale a ignoré la politique maritime et les aspects maritimes au cours de tous les débats qui ont précédé les élections. Mais avec beaucoup de méthodes, je dois dire. Et je dois dire également que Madame la Présidente de la Commission européenne, avec autant de méthodes, a limité l'aspect maritime et portuaire dans son discours devant le Parlement européen à, allez, ça dépend comment on organise, comment est édité son discours, à 3 ou 5 lignes. Avec une porte d'entrée qui est celle de la lutte contre la drogue et l'insécurité. Ce qui n'est pas non plus le truc le plus sexy du monde pour parler de politique maritime et portuaire au niveau européen. Donc il y a un gros travail. Très clairement, l'Europe, elle est maritime. Ici, il n'y a personne à convaincre. Elle est maritime d'un point de vue géographique. Elle est maritime d'un point de vue historique. Elle est maritime d'un point de vue économique et en termes d'emploi. Et elle est maritime, vous avez conclu vos propos comme ça, en soulignant ce point, Monsieur le Président, elle est maritime d'un point de vue stratégique, et Monsieur le député va y revenir, puisque Monsieur le député a beaucoup travaillé cette question de la flotte stratégique, qui est un des éléments clés de cette question. Mais force est de constater aujourd'hui que les institutions européennes, et je dois dire même d'une certaine mesure une partie de ces États membres, une partie du personnel politique, une partie de ceux qui font les lois dans ce continent ne sont pas portés suffisamment sur les façades maritimes. Ne considèrent pas aujourd'hui que l'Europe, d'abord la valeur ajoutée de ces façades maritimes, et la réalité c'est que aujourd'hui l'Europe est encore trop tournée vers la terre. Vous êtes ici pour lui ouvrir les yeux, pour déceler les décideurs européens. Beaucoup s'y emploient. Bien entendu, Monsieur le délégué général des armateurs qui est ici présent, européen. Bien entendu, Isabelle qui est en visio, je ne sais pas si elle est déjà connectée, qui anime les travaux de l'ensemble des ports européens. Vous allez vous y employer. Je vous souhaite de très bons travaux et je vous souhaite bon courage dans cet exercice. Merci de votre écoute. Alors, bonjour à tous. Stéphane Raison, ancien président du directoire et ancien directeur du grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine, ne peut pas s'exprimer aujourd'hui devant vous du fait de sa nouvelle prise de fonction, dont vous avez peut-être pris connaissance ces derniers temps dans la presse. Il a eu la gentillesse de nous recevoir à quelques heures de quitter ses fonctions, vendredi dernier, en plein après-midi, alors qu'il avait encore certainement beaucoup de choses à faire. Stéphane reste une figure clé du secteur portuaire en France. Il a commencé sa carrière dans les services publics d'organismes et d'environnement avant de se spécialiser dans la gestion portuaire. Après avoir été président du directoire du Grand Port Maritime de La Réunion, il a dirigé le Grand Port Maritime de Dunkerque entre 2017 et 2021. Et puis il a été nommé à la tête de Haropa-Port, une fusion stratégique des ports de Paris, Rouen et Le Havre. Son mandat a été marqué par des initiatives visant à moderniser les infrastructures portuaires, à développer la logistique et à encourager la transition écologique. Sous sa direction, Haropa a renforcé ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir des pratiques durables. Il a également favorisé des partenariats internationaux pour dynamiser les échanges commerciaux. En plus de ses responsabilités portuaires, il a également occupé des postes influents dans des organisations comme l'Union des ports de France et également l'International Association of Ports and Harbours, où il a contribué à façonner des politiques portuaires internationales. Aujourd'hui, Haropa Port est le premier port de France, 4e port européen, et touche près de 700 ports dans le monde. Il dessert le plus grand bassin de consommation français. Du Havre jusqu'à Paris, le grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine affiche 2,5 millions de mètres carrés d'entrepôts logistiques en service.
Il génère une activité maritime et fluviale annuelle de plus de 100 millions de tonnes, qui représente environ 160 000 emplois. Ces chiffres sont de même extrêmement significatifs. Les ports sont, si on en doutait encore, la porte d'entrée vers le monde et vers l'international. Par ailleurs, ils sont un bassin économique et donc un bassin d'emploi majeur. Laissons place maintenant à l'enregistrement réalisé donc vendredi 30 août. Bonjour à toutes et tous. À l'heure où je vous parle, ici au Havre, j'occupe encore pour quelques heures mes fonctions de président du directoire du premier port de France. Et c'est quand même avec beaucoup d'émotion que je réalise ici cette capsule vidéo, puisque je n'aurais pas pu, compte tenu de mes nouvelles fonctions à compter de la semaine prochaine, venir vous tenir ce propos dans l'amphithéâtre de l'ENSM. Le deuxième point que je voulais vous dire, c'est d'abord saluer mes deux amis. Le premier, c'est François Lambert, votre directeur général, avec qui nous avons noué des relations d'amitié depuis de nombreuses années. Et puis la deuxième personne, c'est le président du conseil d'administration, Frédéric Moncani de Saint-Aignan, avec qui aussi j'entretiens depuis quasiment plus d'une vingtaine d'années des relations particulières, sincères, dans le développement du littoral et des ports. Donc voilà, aujourd'hui je suis parmi vous de façon numérique, mais en tout cas avec beaucoup de cœur. Alors tout d'abord, je ne peux pas démarrer effectivement cette réponse sur les chiffres et sur notre positionnement sans remercier le NSM, parce que effectivement cette tribune elle est très importante pour les ports et le lien entre la formation maritime et les ports reste un lien extrêmement essentiel, puisque sans pilote, sans remorqueur, sans lamaneur, sans service portuaire en général, sans navire, on n'a pas beaucoup de ports. Alors les chiffres que vous avez cités, ils sont intéressants, mais quand on les compare à l'échelle du monde, ils restent extrêmement limités. L'enjeu que nous avons dans les années à venir, c'est le développement portuaire. Les Français, même s'ils s'enorgueillissent finalement du deuxième espace économique de ZEE dans le monde, après les États-Unis, les Français sont très en retard en matière de littoral et de port et de maritime. Alors ils sont en retard parce que le monde industriel de la reconstruction de l'après-guerre, finalement, s'est arrêté à peu près après le premier choc pétrolier. Et que malheureusement, pendant des années, on a un peu vécu sur notre patrimoine industriel. 160 000 emplois directs, indirects, induits, c'est bien. 7 milliards de valeur ajoutée, c'est bien. Mais quand on a 46 milliards de valeur ajoutée sur les 3 ports du Benelux, quand on a des centaines de milliers d'emplois qui sont générés dans le Nord-Europe, on se dit aussi qu'à l'heure du changement climatique et des économies d'énergie, faire remonter des navires à Rotterdam pour livrer le grand marché de Rungis, c'est peut-être pas la très bonne solution. Donc on a, nous les ports et les compagnies maritimes et donc l'ensemble de l'écosystème portuaire en France, on a une nécessité de réussir et de se développer sur le plan industriel pour rattraper notre retard. Le développement sur le plan industriel, ce sont de nouvelles usines. Parce que les nouveaux navires, et quand on voit la réglementation européenne sur les carburants notamment, les nouveaux navires, il faudra bien les approvisionner en e-méthanol, en e-ammoniac, en bio-GNL, etc. Et ce sont ces enjeux-là que doivent réussir les ports français dans les années qui viennent. La deuxième partie, c'est la logistique. Pour tout vous dire, je quitte mes fonctions ce soir, vendredi 30 août, mais j'avais pris quelques jours de vacances et mon activité professionnelle s'est plutôt arrêtée le 26 juillet 2024. Alors pourquoi le 26 juillet 2024 ? Parce que le 26 juillet 2024, c'était la cérémonie d'ouverture des JO. Et vous avez vu que cette cérémonie d'ouverture des JO, elle s'est déroulée sur la Seine, à Ropaport, le seul grand port fluvio-maritime au monde de cette conformation-là. À Ropaport, c'est un port qui s'étend depuis Le Havre jusqu'à Paris. Et la cérémonie d'ouverture, elle s'est déroulée sur la Seine, avec une particularité, peut-être que vous n'avez pas forcément tous noté, mais sur les 85 bateaux fluviaux qui ont transporté les délégations sur le fleuve, une trentaine étaient des bateaux verts, soit des bateaux hybrides, soit des bateaux électriques. Et on voit bien que l'enjeu des ports va tourner naturellement autour de la décarbonation. Donc des leviers, en tout cas des enjeux et des atouts, nous en avons une multitude. Les freins, ça sera notre capacité à agir, ça sera notre capacité finalement à investir, entreprises privées et entreprises publiques, pour finalement relever le défi
de ce que demande le monde aujourd'hui, c'est-à-dire un mode de transport décarboné. La question qui m'était posée par le journaliste, c'était qu'est-ce que vous auriez aimé faire d'autre que votre métier de directeur de port? Et puis je lui avais dit, mais qu'est-ce que ça doit être fantastique de pouvoir rentrer avec un pilote, et donc en tant que pilote maritime, de rentrer sur un porte-conteneur de 420 mètres de long au port du Havre et d'escaler à Port 2000. Ben voilà, c'est ça le NSM. Le NSM, c'est une capacité de former des professionnels dans des métiers qui sont reconnus à l'international pour faire rayonner la France. Donc c'est d'abord une excellence de la formation, c'est une compétence, ce sont des compétences que tous les étudiants qui sont aujourd'hui réunis dans la salle ont construit au fur et à mesure des années. Et c'est cette excellence française que nous recherchons. Quand nos leaders internationaux, tous les grands groupes industriels de l'aviation, de l'énergie, de l'environnement gagnent des marchés à l'international, c'est parce que derrière, il y a une excellence de la formation. Et l'excellence à la française, c'est ça qu'on doit développer. Donc pour moi, le cœur de la transformation industrielle autour du maritime doit être porté par ces élèves qui aujourd'hui rentrent dans cette école et finalement vont accompagner le mouvement de la transformation du maritime. Il n'est pas évident demain, alors qu'on a fonctionné pendant quasiment un siècle et demi avec des navires soit au charbon, soit au pétrole, de se dire que les navires vont fonctionner au méthanol, à l'ammoniac, ou voire même sur des navires électriques. Et ces compétences-là, on les construit maintenant et elles accompagnent finalement la transformation du maritime. La première réponse que je pourrais faire, elle est relativement simple. Vous avez tous connaissance du contexte politique européen. La guerre est à nos portes aujourd'hui. L'Europe a besoin d'être forte et le monde a besoin d'être fort. C'est-à-dire que quand je prends l'année dernière les fonctions de vice-président de l'Association internationale des ports, en tant que vice-président Europe de l'Association internationale des ports, c'est justement pour construire un réseau de professionnels des ports à l'échelle du monde. Et donc, faire en sorte que la France rayonne dans des fonctions comme celle-là, c'est aussi bénéficier des meilleures idées qui seront finalement utilisées par les ports et de faire en sorte que les combats finalement que nous menons pour ce développement soient des combats communs. Alors je ne mets pas le mot de combat tout à fait par hasard dans cette phrase. Dans le monde dans lequel on est, on a quand même beaucoup finalement de tensions. Et on a effectivement besoin de construire des champions. C'est un peu la rançon du monde libéral, c'est effectivement grandis ou alors tu vas mourir, c'est ça le sujet. Et donc nos champions, vous disiez les champions de l'aviation sont surtout des champions mondiaux aujourd'hui, ils ne sont pas restés à l'échelle européenne. Mais ce qui me satisfait dans le monde maritime, pour en revenir finalement au métier de l'ENSM et du monde maritime, prenez les 5 premiers armateurs à conteneurs du monde, 4 sont européens. Un seul est chinois. Ça veut dire qu'on a une excellence extrêmement forte sur les métiers du conteneur. On a aussi une excellence sur d'autres métiers, les câbles. On a de l'excellence en matière d'offshore. Et donc tous ces métiers-là sont les métiers de demain des élèves qui sont dans cette salle. Et ça, c'est le plus important. Donc, ce que je donnerais comme conseil peut-être à la fin de cette expression, c'est que, il faut savoir s'ouvrir à l'international. Et nos jeunes aujourd'hui, généralement, sont férus de voyages, férus de langues étrangères, ce qui permet en fait d'apporter et d'aborder d'autres cultures et donc de s'internationaliser au maximum. Et c'est ça qu'on va aller chercher finalement dans les profils d'étudiants qui vont sortir de ces écoles. Parce qu'il se passe énormément de choses dans le monde. Moi, j'ai visité plus de 50 pays différents dans le monde, une multitude de ports. Et je peux vous dire que les initiatives, elles sont partout. Alors, plutôt que d'inventer des choses dans notre coin, dans notre petit village gaulois, même si on a de superbes réussites, Todt vient d'installer sa base Vélic ici pendant le mois d'août, on aura d'autres projets. Vous avez vu remonter Energy Observer qui va s'installer sur les quais parisiens d'Aropa dans quelques jours. Et bien,
tout ça, ce sont des initiatives, peut-être que l'on retrouve dans l'état d'esprit de quelqu'un qui a beaucoup marqué les gens de ma génération. Il y avait quelqu'un qui avait un bonnet rouge qui s'appelait Jacques-Yves Cousteau. Aller regarder les océans, naviguer dans le monde, prendre de l'expérience, c'est ça qu'on attend de vous. Ouvrez-vous, faites en sorte que le rayonnement de la France soit le plus large. Quand je suis intervenu quelques années plus tard à la demande de l'Association des industriels de La Réunion, c'était il y a quelques années maintenant, c'était il y a 3 ans, et donc longtemps après avoir quitté mon poste de président du directoire à La Réunion, en fait, j'étais intervenu sur la base d'une présentation où on montrait une carte AIS des circulations maritimes dans le monde. Et en fait, ce couloir de navigation qui partait depuis l'Asie et qui passait par le Cap était extrêmement dense. Et on peut dire la même chose sur les Antilles et sur le canal de Panama. On a une chance avec les territoires d'outre-mer, c'est que ces territoires sont idéalement placés. Ils sont idéalement placés au centre de l'océan Indien, dans la Caraïbe, même dans le Pacifique. Et donc, à partir de là, c'est comment peut-on se servir finalement de ces points d'appui pour pouvoir faire rayonner la France, là aussi, participer à la pêche durable. Prenons les terres australes et antarctiques françaises, où dans les quotas, par exemple, de l'Égine, vous avez une pêche qui est mesurée, calibrée, qui est une pêche exceptionnelle pour ces territoires. Comment peut-on faire pour faire de l'observation des fonds marins? Comment peut-on faire pour faire de la défense à l'échelle de ces territoires? Comment peut-on lutter contre les trafics de tout type? Voilà, c'est ça la France de l'outre-mer. Alors après, la France de l'outre-mer, c'est aussi une difficulté. La France de l'outre-mer, ce sont des territoires qui sont des petits territoires en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Et vous savez les difficultés aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, quand on veut rayonner au plan mondial, sur le plan portuaire, malheureusement, et c'est lié à tous les ports, pas que les ports d'outre-mer, il faut de la place. Et ce qui manque dans les territoires d'outre-mer aujourd'hui, c'est la place. Donc il faut arriver à penser l'aménagement de ces ports, penser l'usage de ces territoires ultramarins de façon différente, de façon dense. Et finalement, ces laboratoires, moi j'ai connu La Réunion comme un laboratoire finalement des politiques publiques. Ces laboratoires, ils nous servent aujourd'hui dans l'aménagement des ports européens. Parce que pourquoi construire des entrepôts sur des centaines de milliers de mètres carrés alors qu'on pourrait les empiler? Pourquoi ne pas optimiser l'utilisation de l'espace? Pourquoi ne pas réaliser des opérations d'écologie industrielle? Donc tous ces enjeux-là sont des enjeux de long terme. Et ce sont des enjeux que les directeurs de port ont en main avec tous les acteurs des territoires pour pouvoir faire ce qu'on appelle du développement durable, mais réellement du développement durable. Voilà, un message peut-être un peu général, mais en tout cas, je voulais tous vous souhaiter voilà, d'excellentes études, d'excellentes prises de poste, un métier formidable. Vous allez visiter le monde, en tout cas au moins pendant une première partie de carrière. Profitez-en, le monde change vite. Le monde se transforme, le monde n'est pas forcément celui idéal dont on rêve, mais néanmoins, vous avez toutes les capacités pour l'affronter. Et en dernier mot, peut-être de conclusion, encore un grand merci à François Lambert, votre directeur général, et à Frédéric Moncani, le président de cette belle école. Merci à vous.